De la Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehanne. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 1. La voie publique. Langogne, petite ville de l'ancien Gévaudan, qui forme aujourd'hui la limite des départements de la Lozère et de l'Ardèche, est située au milieu de montagnes élevées et de forêts qui en rendent les abords difficiles. Bien qu'elle ait été un poste très disputé à l'époque où les guerres de religion dévastaient les Cévennes, et notamment lors de la révolte des Camisards, après la révocation de l'édit de Nantes, sa position dans un pays infertile, dénué de ressources et de commerce, l'a toujours empêché de prendre quelque développement. Même de nos jours, Langogne ne paraîtrait qu'une misérable bourgade partout ailleurs que dans un département dépourvu de grands centres de population et dont le chef-lieu a moins d'importance que certains villages des environs de Paris. Cependant, un jour du commencement de l'automne 1764, le petit nombre d'habitants que les travaux des champs avaient laissés à Langogne paraissait dans une agitation extrême. Le bailli, accompagné d'un tambour, parcourait la ville pour faire à ses administrés une proclamation qui excitait un vif intérêt. Le magistrat, drapé dans son manteau noir, coiffé d'une ample perruque et d'un bonnet carré, marchait avec toute la gravité désirable, un papier roulé à la main. À chaque place, à chaque carrefour, on s'arrêtait. Le tambour exécutait un roulement, puis monsieur le bailli, dépliant son papier au milieu d'un profond silence, donnait, d'une voix nasillarde, lecture de l'acte officiel qu'il était chargé de publier. Cette lecture avait lieu en deux langues, d'abord en français, puis en patois du pays. Précaution indispensable, car le français n'étant pas alors très répandu dans la contrée, le bailli eût risqué fort sans elle de ne pas être compris de ses auditeurs. Or, voici quel était l'objet de cette proclamation solennelle qui mettait en rumeur les Langognais comme elle avait déjà mis en rumeur toutes les villes et tous les villages de la province. Depuis plusieurs mois, le pays était désolé par un animal féroce que l'on supposait être un loup monstrueux et que l'on appelait la bête du Gévaudan. Il avait dévoré un grand nombre de personnes, tant hommes que femmes et enfants. Chaque jour apportait la nouvelle d'un de ses méfaits. Les familles étaient décimées, les campagnards n'osaient plus sortir qu'armés et en force pour vaquer à leurs travaux, et malgré ces précautions, les accidents se multipliaient sans interruption. Des chasses avaient été ordonnées, et tous les veneurs du voisinage s'étaient unis pour forcer, prendre ou tuer cette bête enragée. On avait fait des battues dans les bois qu'elle fréquentait, mais inutilement. Aussi rusée que méchante, elle avait su se dérober à ces ardentes poursuites, et le soir même de ces grandes chasses, de jeunes pâtres, des voyageurs isolés, étaient mis en pièces dans les lieux mêmes que les chasseurs venaient de quitter. Cet état de choses avait excité des plaintes si générales, la terreur qui régnait dans toute la contrée était si grande, que l'autorité provinciale avait fini par s'en émouvoir d'une manière sérieuse. La proclamation, lue par le bailli, portait qu'une somme de 2000 livres était accordée par les États du Languedoc à celui qui tuerait la bête du Gévaudan. À cette somme, les syndics de Mende et de Viviers ajoutaient 500 livres, sans compter certaines exemptions ou immunités municipales pour le vainqueur et les vainqueurs du monstre. En outre, on invitait tous les gens de bonne volonté, armés ou non, à se rendre le lendemain au château de Mercoire, situé à quelques lieues de la ville, pour prendre part à une nouvelle battue qui serait dirigée par M. de la Roche-Boisseau, louvetier de la province et l'un des barons du Gévaudan. Le bailli, après avoir parcouru, comme nous l'avons dit, les places et les carrefours de Langogne, ce qui ne fut pas long, vint lire pour la dernière fois sa proclamation à l'extrémité de la rue principale, en face d'une auberge où devaient forcément s'arrêter les voyageurs, car il n'y en avait pas d'autre. Sa tâche finie, le magistrat congédia le tambour, puis, sans vouloir répondre aux questions des personnes assemblées autour de lui, et parmi lesquelles se trouvaient des bourgeois notables, il regagna son logis d'un pas majestueux. Cependant sa retraite ne dissipa pas le groupe formé devant la porte de l'auberge, groupe où l'on s'entretenait avec chaleur de l'événement du jour. 2500 livres
répétait un petit homme mince et fluet qui était le mercier de la ville. Les syndics de Mende et les États du Languedoc font bien les choses. Et encore, on assure que le roi doit ajouter à cette somme 4 ou 5 000 livres, prises sur sa cassette particulière. Il faudrait mesurer bien des aunes de toile et de ruban pour gagner autant d'argent. Aussi, ma foi, si ma femme le permet, je décrocherai la vieille arquebuse de mon grand-père et j'irai demain avec les autres au château de Mercoire pour tenter la fortune. En ce cas, la bête n'aura qu'à se bien tenir, voisin Guignard, dit en ricanant le procureur feudiste de l'abbaye de Langogne. Je gagerais volontiers que la petite maman Guignard risquera son mari, si vous êtes disposé à le risquer vous-même. Eh bien, puisque vous êtes si vaillant, pourquoi n'iriez-vous pas demander à m Laroche-Boisseau un bon poste, où vous auriez chance de gagner cette aubaine? Le mercier fit la grimace, et les assistants éclatèrent de rire. À dire vrai, monsieur le procureur, répliqua Guignard avec malaise, l'arquebuse ne se trouve pas en très bon état, car elle n'a pas servi depuis le temps de Jean Cavalier, et je doute que le chaudronnier ait le temps de la raccommoder d'ici à demain. D'ailleurs, m Laroche-Boisseau n'aurait garde de laisser la première place à des vilains comme nous. Tout est pour la noblesse aujourd'hui, et vous le verrez, ce sera certainement à quelqu'un de nos riches gentilshommes que m le baron fera gagner cet argent. Et pourquoi n'essayerait-il pas de le gagner lui-même? Reprit le procureur feudiste avec un sourire moqueur. Il est le veneur le plus habile, le tireur le plus expert de la province. Pourquoi céderait-il à d'autres l'honneur et le profit de cette affaire? Malgré sa fierté, il ne dédaignerait pas trop ces 2500 livres, je vous le garantis. Personne n'ignore plus que ces affaires sont fort embarrassées. Une jolie brune de 36 ans, vêtue avec coquetterie, portant une croix d'or au cou et des bagues à chacun de ses doigts, interrompit le procureur feudiste. Fi, monsieur Blindé, dit-elle avec volubilité. Pouvez-vous parler ainsi devant moi d'un beau et galant gentilhomme qui loge toujours à mon auberge quand il passe à Langogne? Que m de la Rocheboisseau ait des dettes, où est le mal? Les nobles de haute volée comme lui ne sont-ils pas obligés d'avoir des dettes pour soutenir leur rang? Mais peut-être n'aurait-on pas de peine à deviner la cause de ces méchants propos. Malgré le désir que vous en aviez, il n'a pas voulu vous prendre pour son homme d'affaires, et c'est au vieux Gripsou de Legris qu'il a confié ses intérêts. D'autre part, depuis que vous êtes le procureur feudiste du couvent de la ville, vous vous croyez presque de l'église, et ces Laroche-Boisseau passent pour des protestants déguisés. Je ne sais ce qu'il en est, mais j'affirmerais bien que jamais monsieur le baron n'a mangé gras chez moi le vendredi. Il se contente habituellement pour déjeuner d'une omelette aux truites et d'une bouteille de mon vieux Saint-Péret. C'est un seigneur civil et de joyeuse humeur, ayant toujours une parole aimable pour son hôtesse. Et qui est toujours disposé à payer son écho avec un baiser, n'est-il pas vrai, madame Richard? Acheva le malin procureur. La belle aubergiste rougit jusqu'au blanc des yeux. Vous êtes une mauvaise langue, monsieur Blindet, répliqua-t-elle avec un sourire embarrassé. Mais pour Dieu, ne parlez pas si haut, car on ne sait qui peut vous écouter. S'il faut le dire, m de la Rocheboisseau doit traverser Langogne aujourd'hui, en allant au château de Mercoire, et sans doute il s'arrêtera chez moi pour se rafraîchir et pour faire reposer ses chevaux. Vos calomnies pourraient lui porter préjudice. Vous savez, ajouta-t-elle en baissant la voix, qu'il est question de son mariage avec mademoiselle de Barjac, la riche et belle châtelaine de Mercoire. On le dit, mais je n'en crois rien. Il m'est revenu, au contraire. Ici les interlocuteurs parlèrent si bas qu'il ne fut plus possible de les entendre. En revanche, la discussion entre les autres personnes du groupe devenait bruyante et animée. Ah ça, décidément, est-ce un loup ou n'en est-ce pas un? Demanda le tonnelier de la ville d'un air perplexe. Les États doivent le savoir, mais la proclamation n'en dit rien. Elle parle seulement d'une bête qu'elle nomme la bête du Gévaudan. Morbleu, cette indication ne me paraît pas claire, car il ne manque pas de bêtes dans le pays. Le bonhomme n'avait eu nullement l'intention de faire un quolibet, et il fut tout surpris de la longue hilarité qui l'excita. L'observation du père Grivet n'est pas aussi dépourvue de sens que le vulgaire pourrait le croire, dit le clerc du tabellion d'un ton capable. Suivant les usages de procédure, les États auraient dû définir plus nettement l'espèce d'animal à détruire. Or là était précisément la difficulté. Car moi, qui ai 2 fois servi de scribe dans les enquêtes ouvertes à ce sujet, je serais fort embarrassé encore maintenant de dire si l'auteur de ces méfaits est une créature humaine ou un animal. Comment l'entendez-vous donc? Expliquez-vous, monsieur Florizel, s'écria-t-on de toutes parts.
Le clerc semblait fort glorieux de l'impression qu'il avait produite, et il promena sur ses auditeurs un regard assuré. Écoutez bien, reprit-il. La première fois, il s'agissait de Guillaume Patureau, le fils du métayer de Combeville. Guillaume, qui avait 16 ans, revenait seul de la foire de Mende, avec 10 écus dans sa poche, quand le soir, sur les 10 heures, en traversant le bois de Villaret, il paraît avoir été attaqué par la bête. Le lendemain matin, l'on découvrit le malheureux Guillaume, à moitié dévoré, au fond d'un ravin. Monsieur le lieutenant du Prévost, qui dirigeait l'enquête, constata bien que le corps portait des traces de griffes et de dents. Mais il fut reconnu que les griffes étaient plus écartées, et les dents, au contraire, plus rapprochées que dans aucune espèce d'animal de nos forêts. D'ailleurs, quoique les vêtements du pauvre garçon fussent à peu près intacts, l'argent qu'il devait avoir sur lui avait disparu. Or, comme aucun animal féroce que je sache n'est capable de dévorer des écus de 3 ou 6 livres, je dis que le fait est fort extraordinaire. Les assistants semblaient être de cet avis, mais le procureur feudiste, qui venait d'interrompre sa conversation quasi confidentielle avec madame Richard pour écouter la narration du clerc Florizel, secoua la tête dédaigneusement. « Bon, vous en êtes là, naïf et crédule jeune homme, reprit-il. Quand vous aurez une plus grande expérience des affaires judiciaires, vous saurez qu'un magistrat sagace doit rechercher les explications les plus simples et les plus naturelles, parce qu'elles sont presque toujours vraies. Ainsi, dans le cas actuel, serait-il impossible qu'un passant eût visité les poches du mort avant votre arrivée? Pour moi, je gagerais que celui-là même qui a découvert le corps le premier et qui est venu dénoncer le fait à la justice avait pris cette sage précaution. » Cette leçon donnée par le vieux praticien, en présence de tant de personnages recommandables, déconcerta maître Florizel. Cependant il reprit bientôt avec ironie. « Vous êtes un habile homme, monsieur Blindet. Il est à regretter que la prévôté n'ait pas souvent recours à vos lumières. Aucun malfaiteur à 2 ou 4 pieds ne pourrait vous échapper. Mais puisque vous avez tant de sagacité, expliquez-moi donc aussi les événements qui ont fait l'objet de la seconde enquête à laquelle j'ai pris part. Cette fois, monsieur le bailli de Châteauneuf s'était chargé de dresser le procès-verbal. Il s'agissait d'un enfant de 4 ans que sa mère, la métayère de Cabriac, avait laissé seule dans son berceau pendant qu'elle allait aux champs. La métairie est isolée sur la lisière du bois. Quand la mère revint après une absence d'1 heure environ, elle trouva son enfant mort et déchiré à quelques pas du berceau. Mais le plus inconcevable dans tout ceci est qu'elle nous a juré ses grands dieux qu'en sortant elle avait fermé la porte de la maison au loquet et qu'à son retour cette porte était encore fermée de la même manière. Monsieur le bailli lui a 20 fois adressé la même question et 20 fois il a reçu la même réponse. Si donc c'est un loup qui désole ainsi le pays, il faut admettre que ce loup a le petit talent de savoir ouvrir et fermer les portes. Qu'en dites-vous, monsieur le procureur feudiste? La curiosité était excitée au plus haut point dans l'auditoire et l'on se tourna vers Blindet pour avoir son opinion sur ce cas embarrassant. Le procureur lui-même se gratta l'oreille par-dessus sa volumineuse perruque de chanvre. « Je ne croirais pas volontiers, reprit-il gravement, qu'un loup ait assez d'instinct pour ouvrir une porte fermée au loquet, bien que nous ayons tous pu voir des chiens et des chats exécuter la même manœuvre. Je ne vous dirai donc pas que la bête féroce, attirée par les cris de l'enfant, se sera dressée contre la maison et que sa patte, en appuyant par hasard sur la clavette, aura soulevé la bascule. J'aime mieux penser que la métayère se sera trompée et que, pour excuser ce défaut de soin, encore une fois elle nous a affirmé par serment qu'elle n'avait aucune négligence à se reprocher. Mais soit, supposons qu'en effet elle ait laissé à son insu la porte ouverte. Comment alors cette porte s'est-elle trouvée bien et dûment close à son retour? Bah, il aura suffi d'un coup de vent. Ces messieurs et dames jugeront, dit le clerc, en s'adressant aux auditeurs qui semblaient en effet ne pas trouver satisfaisantes les explications du procureur. Quant à moi, malgré ma déférence pour les lumières supérieures, pour la haute expérience de M. Blindet, je persiste dans l'opinion que la bête de Gévaudan n'est peut-être pas ce que l'on pense. Cela fut dit d'un ton d'oracle qui imposa beaucoup aux assistants. Il y eut un moment de silence. « À votre avis, qu'est-ce donc, monsieur Florizel ?» demanda la jolie aubergiste. « Monsieur de la Rocheboisseau assure que c'est un loup. Il doit s'y connaître, j'imagine. »« J'ai entendu dire que c'était un lynx, un animal qui voit à travers les murailles, » dit le tonnelier.
et moi un lion échappé d'une ménagerie de Montpellier, ajouta le mercier. Je croirais plutôt, reprit le procureur feudiste avec un sang-froid affecté, que c'est un éléphant. L'éléphant, vous le savez, peut exécuter avec sa trompe toutes sortes de petits tours d'adresse, ainsi s'expliquerait que la bête en question ouvre et ferme les portes, comme m Florizel l'a constaté. Un éclat de rire général accueillit ces paroles. Seule mme Richard prit au sérieux la plaisanterie. Eh, quand même ce serait un éléphant, dit-elle naïvement. Monsieur de la Rocheboisseau, qui est si adroit chasseur, en viendra bien à bout, je vous le garantis. Cependant Florizel avait ressenti vivement le sarcasme du procureur. Il répondit en se pinçant les lèvres. Chacun est libre d'attribuer les malheurs du pays à un lynx, à un lion, voire à un éléphant, comme le suppose m Blindet, avec sa finesse ordinaire. Quant à moi, dussé-je être seul de mon avis, je soutiens que la prétendue bête du Gévaudan. Eh, pardi, c'est un loup, dit une voix rude, partie des derniers rangs du groupe. Je le sais bien, moi, puisque je l'ai vu, et cela pas plus tard qu'hier au soir. Ce nouvel interlocuteur, grand et vigoureux paysan, semblait arrivé à l'instant de quelque bourgade voisine. Il portait d'une main sa veste et ses sabots, de l'autre un long bâton au bout duquel était ajusté un vieux couteau, de manière à former une lance grossière. Sur ses talons marchait un énorme dogue, à langue rouge et pendante, à collier hérissé de pointes de fer, qui devait être un solide compagnon de route. Florizel, irrité de cette interruption au moment où il allait exprimer ses idées particulières sur le fléau du pays, demanda d'un ton dédaigneux, en toisant le voyageur. Vous avez vu la bête du Gévaudan, vous. Et qui êtes-vous, l'ami, pour vous mêler de notre entretien avec si peu de cérémonie? Sauf votre respect, mon bon monsieur, répliqua le paysan avec assurance, je suis Jean Godard, le patour de mademoiselle de Barjac, là-bas, à Mercoire. Je suis envoyé par ma maîtresse vers monsieur le bailli, pour engager les bonnes gens de Langogne à ne pas manquer de se trouver à la battue de demain, car il y a presse. Hier, à la chute du jour, comme je vous le disais, la bête s'est jetée sur Jeannette, qui ramenait ses dindons par le chemin de la ferme. Et elle emportait déjà la pauvre créature quand je suis accouru au cri. Mon chien que voici a donné sur le loup, ce qui n'est pas ordinaire, car tous les autres chiens s'enfuient en le voyant. Mais Médor n'a pas froid aux dents, et à nous deux, nous avons délivré Jeannette. Elle est à moitié folle de peur, mais elle en sera quitte pour quelques écorchures, la chère fille. Ce témoignage si précis coupait court aux suppositions plus ou moins admissibles qui avaient cours peu de minutes auparavant. Le clerc Florizel en paraissait tout déconfit. Et vous êtes sûr, bien sûr, reprit-il, que cette bête était un loup? Si j'en suis sûr, répliqua Jean Godard, je l'ai vu comme je vous vois, mon beau monsieur. Je lui ai même arraché une poignée de poils pendant qu'il se pelotait avec mon brave Médor. Oui, c'est un loup, mais aussi grand, sauf votre honneur, que notre bourriquet. Il est gris de couleur, et j'ai faussé sur son cuir la lame de mon couteau sans pouvoir l'entamer. Il emportait Jeannette, qui est pourtant un beau brin de fille, comme je pourrais emporter un enfant d'1 an, et il a jeté Médor d'un coup de tête à plus de 20 pas de là. Ma foi, je ne sais trop comment nous nous en serions tirés si les gens de la ferme n'étaient accourus à notre aide, ce qui a décidé le loup à rentrer dans la forêt. Mais pardon, excuse la compagnie, reprit le paysan. Il faut que j'aille bien vite remplir ma commission auprès de monsieur le bailli, car j'ai hâte de retourner au château. M'est avis qu'il ne fera pas bon ce soir dans les bois de Mercoire, où la bête s'est cantonnée. En même temps, Jean Godard siffla son chien et s'éloigna. Sa retraite fut si précipitée qu'il n'entendit pas, au milieu du bruit, une nouvelle voix qui disait avec épouvante: la bête est dans les bois de Mercoire, que la Sainte Vierge nous protège, et nous qui devons les traverser pour nous rendre chez mademoiselle de Barjac. La conversation précédente avait eu lieu en patois du pays, et cette dernière observation, au contraire, était faite en français. Surpris de cette étrangeté, les causeurs se retournèrent, et alors seulement ils virent 2 voyageurs qui, montés sur des mules, s'étaient approchés du groupe sans être aperçus et avaient écouté ce qui s'y disait. Le principal de ces voyageurs était un bénédictin réformé, portant le costume blanc et noir de son ordre. Son capuchon rejeté en arrière laissait voir ses cheveux coupés en forme de couronne, et une tête intelligente qu'animaient 2 yeux à la fois brillants et doux. Il n'avait pas plus de 45 ans, mais un commencement d'embonpoint, résultant d'une vie studieuse et peut-être aussi d'un penchant à la bonne chère,
Le péché mignon des gens d'église, en ce temps-là, arrondissait ses formes et nuisait à la parfaite régularité de son visage fleuri. Du reste, la finesse de ses vêtements, le harnachement de sa mule, le luxe canonique de tout son équipage, annonçaient plus qu'un simple moine. Et en effet, la croix d'argent, suspendue sur sa poitrine par un large ruban, était le signe d'une dignité ecclésiastique élevée. Son compagnon, jeune homme d'une vingtaine d'années, vêtu de noir avec une sévérité qui n'excluait pas l'élégance, avait de longs cheveux blonds noués en queue, sans poudre et sans frisure, contrairement à l'usage du temps. Il ne portait pas d'épée, mais l'épée commençait alors à ne plus caractériser suffisamment le gentilhomme, car les plus humbles fonctionnaires se croyaient en droit d'usurper cette marque de noblesse. Ses traits étaient beaux, expressifs, et son regard, quand il s'animait, ne manquait pas de hardiesse. Souple et bien fait, il devait exceller dans tous les exercices du corps. Toutefois, l'inconnu ne semblait pas avoir conscience de ses avantages extérieurs. La délicatesse de son visage donnait à penser que l'étude et la réflexion avaient plus occupé ses loisirs que les jeux et les plaisirs habituels de la jeunesse. Quelque chose de modeste et de contenu trahissait en lui l'adolescent échappé depuis peu à la discipline d'une éducation austère. Mais on devinait aussi à certains mouvements brusques et comme involontaires, à certains froncements du sourcil, à certaines intonations fermes de la voix, l'homme énergique et intelligent qui ne pouvait manquer de se révéler à la première occasion favorable. En attendant, ce jeune cavalier imitait, avec une soumission provenant sans doute d'une longue habitude, tous les mouvements du moine, pour lequel il manifestait autant d'affection que d'égard. Il s'était arrêté quand l'ecclésiastique s'était arrêté, et avait écouté comme lui la nouvelle effrayante apportée à Langogne par Jean Godard. Mais il ne paraissait nullement partager les alarmes de son compagnon, plus âgé, et un sourire ironique, sans être dédaigneux, se jouait sur ses lèvres qu'ombrageait une barbe naissante. À peine les bons bourgeois de Langogne eurent-ils envisagé les deux voyageurs que chapeaux et bonnets disparurent comme par enchantement. Le silence du respect régna dans la réunion tout à l'heure si bruyante et si animée. La belle aubergiste, madame Richard, recouvra la première sa présence d'esprit. « Eh, c'est le révérend père Bonaventure, le prieur de l'abbaye de Frontenac, dit-elle en adressant au moine sa plus gracieuse salutation. Et aussi monsieur Léonce, le neveu de sa révérence. Ici, nouvelle salutation que le jeune homme rendit en rougissant. Soyez le bienvenu dans notre ville, mon révérend père, et accordez-nous votre bénédiction. Je vous la donne, ma fille, à vous et à tous les chrétiens qui nous entendent, répliqua le moine avec distraction. Mais, bon Dieu, madame Richard, ne viens-je pas d'entendre dire que ce maudit animal, la bête du Gévaudan... Ah, révérend père, interrompit l'hôtelière en prenant son ton le plus caressant, vous ne passerez pas à Langogne sans vous reposer un moment chez moi. Votre présence portera bonheur à ma pauvre maison. Si, comme je le pense, vous allez à Mercoire, vous ne pouvez vous dispenser de faire halte quelque part en route, et il vaut mieux ici que partout ailleurs. Je le voudrais, ma fille, répondit le père Bonaventure, mais vous venez d'entendre qu'il ne faut pas nous attarder pour traverser les bois. Vous arriverez sûrement au château bien avant la nuit. Consentez à mettre pied à terre et je vous offrirai une collation qui ne vous déplaira pas. Vous savez que j'ai réussi parfois à vous servir suivant votre goût. Le prieur parut violemment tenté. Oui, oui, vous êtes inimitable, j'en conviens, pour préparer des pigeons aux champignons et des omelettes aux truites, ma chère dame. Mais ce n'est pas le moment de nous livrer à une sensualité répréhensible, peut-être. Allons, qu'en dites-vous, Léonce? Demanda-t-il en se tournant vers son neveu. Faut-il descendre chez madame Richard? Je suis à vos ordres, mon oncle, répliqua Léonce modestement. Voilà plus de 4 heures que nous voyageons dans les montagnes, et vous avez déjeuné fort légèrement à l'abbaye. Vous devez avoir besoin de nourriture et de repos. D'un autre côté, nos mules ne se trouveront pas mal d'une courte halte. Soit donc, reprit le prieur, dont l'appétit luttait intérieurement contre les suggestions de la frayeur. Nous nous arrêterons ici un moment. Vous l'entendez, madame Richard, un moment seulement. Ainsi donc, ne nous faites pas languir. La moindre chose nous suffira pour réparer nos forces épuisées. C'est grand pitié, ma fille, que nous soyons ainsi les esclaves de notre misérable corps.
La belle aubergiste jeta sur les assistants un regard plein d'orgueil et de joie. Fiez-vous à moi, mon révérend père, s'écria-t-elle. Quel bonheur pour ma maison. Venez, venez, tout est prêt. Grâce au ciel, on ne me prendra pas au dépourvu. Elle saisit la bride de la mule que montait le prieur et le conduisit en triomphe vers l'auberge, tandis que Léonce suivait d'un air indifférent. Dit le procureur feudiste en ricanant, je plains les pauvres diables qui descendront d'ici à 24 heures chez la veuve Richard. Ils n'auront pour dîner que le récit des prouesses du bon père. Mais personne n'avait entendu cette observation du caustique Blindet. Aussitôt que les curieux avaient vu les voyageurs disparaître dans l'intérieur de l'auberge, ils s'étaient dispersés pour aller annoncer partout que le prieur de Frontenac venait d'arriver à Langogne, qu'il était descendu avec son neveu chez la veuve Richard, qu'ils se rendaient l'un et l'autre au château de Mercoire. Et on partait de là, dans la petite ville, pour faire des suppositions à perte de vue dont nous ferons grâce au lecteur. Fin de la section 1. Section 2. De la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehanne. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 2. L'auberge. Pour comprendre la sensation profonde causée à Langogne par l'arrivée du père Bonaventure, il est nécessaire de savoir que l'abbaye de Frontenac, à laquelle il appartenait, était alors la plus vaste, la plus riche, la plus puissante maison religieuse de toute la province. Cette abbaye, située dans le voisinage de Florac, avait des possessions immenses, un sol fertile et bien cultivé, des paysans nombreux et soumis. En outre, grâce à des fondations pieuses, à des fidéicommis, elle exerçait une influence considérable sur une certaine quantité de terres et de fiefs qu'elle ne possédait pas en propre. Les pères de Frontenac passaient pour fort érudits. Leur maison était depuis plusieurs siècles une pépinière de théologiens, de savants, d'historiens, dont plusieurs avaient fait grand bruit dans le monde. Aussi leur abbé avait-il rang de prélat. Il ajoutait à son nom le titre de don. Il figurait parmi les 7 représentants du clergé aux États du Gévaudan qui se réunissaient chaque année à Mende ou à Marvejols sous la présidence de l'évêque de Mende. Enfin, c'était un puissant seigneur au temporel comme un prince de l'Église au spirituel. Or, à cette époque, l'abbé de Frontenac, en raison de son âge et de ses infirmités, se trouvait incapable d'administrer le couvent par lui-même, et son autorité tout entière avait passé au prieur de l'abbaye. Le père Bonaventure, investi de la confiance absolue de son supérieur et du chapitre de Frontenac, avait la haute main sur les affaires de la communauté dont il faisait respecter la règle au dedans et qu'il représentait dignement au dehors. Homme studieux, éclairé, en même temps que prêtre fervent, il avait été l'orgueil du monastère avant d'en devenir le chef véritable. À ses qualités, pour ainsi dire cléricales, le père Bonaventure joignait une activité, une intelligence des affaires, une sagesse mondaine, enfin très nécessaire dans un pays où les anciennes querelles de religion étaient loin d'être entièrement éteintes, où l'opposition protestante, quoique sourde et contenue, créait fréquemment des obstacles au clergé. À force de prudence, il était parvenu à triompher des haines secrètes, des rancunes et des jalousies que soulevait la prospérité de Frontenac, et l'on pouvait dire que son administration, adroite et conciliante à la fois, augmentait encore cette prospérité. Aussi, que l'on juge de la fierté et du contentement de dame Richard en recevant dans sa piètre auberge ce puissant personnage, accompagné d'un jeune parent dont on vantait l'esprit et le savoir. La pauvre femme en perdait la tête. Après avoir introduit ses hôtes dans un petit salon attenant à la cuisine, elle s'était parée d'un tablier blanc et elle courait de fourneau en gourmandant ses servantes. Du reste, tout semblait avoir été préparé d'avance pour la réception d'hôtes distingués. Le petit salon boisé en châtaignier se faisait remarquer par une propreté scrupuleuse, qualité rare alors dans les auberges du midi de la France. Le couvert était déjà mis. Sur une table ornée d'une nappe blanche comme la neige, on voyait des corbeilles remplies de fruits magnifiques,
des jattes de crème appétissantes, des pyramides de fraises rouges, des volailles froides aux teintes dorées. Ce tableau réjouissant était bien de nature à distraire le prieur de ses inquiétudes au sujet de la bête du Gévaudan. Cependant, après avoir jeté un regard caressant sur la table, le bon père dit à l'hôtesse d'un ton de regret: « Enlevez ces volailles, ma fille. Bien que Léonce et moi nous puissions invoquer le privilège des voyageurs, nous n'oublierons pas que c'est aujourd'hui vigile jeûne. Nous nous contenterons de l'omelette aux truites et de quelques fruits, qui ont fort bonne mine, en vérité. » Madame Richard obéit et emporta les mets réprouvés. Fidèle à ses promesses, elle hâta les préparatifs du déjeuner et au bout de quelques minutes la célèbre omelette fit son entrée dans le salon sur un plat d'étain brillant comme s'il eût été d'argent. Le moine, une serviette passée sous le menton, s'empressa de donner carrière à son appétit, et Léonce, dont l'exercice et l'air vif des montagnes avaient creusé l'estomac, l'imita de son mieux. Plusieurs verres d'excellent vin achevèrent de ragaillardir l'esprit et le corps des voyageurs, de sorte que l'oncle et le neveu, l'oncle surtout, parurent bientôt beaucoup moins pressés de partir. L'aubergiste allait et venait sans cesse autour d'eux. Elle ne s'en remettait qu'à elle-même du soin de servir ses hôtes distingués, et tout en trottinant, elle essayait de leur dérober avec adresse quelques renseignements sur le but de leur voyage. C'était un miracle, un vrai miracle, disait-elle, de voir à Langogne le révérend prieur de Frontenac. Mais sans doute le père Bonaventure et le jeune monsieur, son neveu, allaient à Mercoire pour la grande chasse qui devait avoir lieu le lendemain. Ai-je l'air d'un chasseur? Demanda le père d'un ton de bonne humeur. Et Léonce ressemble-t-il à ces étourdis qui galopent 12 heures consécutives à travers monts et forêts pour voir une pauvre bête déchirée par des chiens? Cette fois, sans doute, la chasse aura un but plus noble et plus utile, puisqu'il s'agit de délivrer le pays d'un animal féroce qui le ravage. Mais Léonce et moi, nous figurerions très mal en pareille affaire. Mon neveu n'a touché une arme de sa vie. Et moi? Enfin, ma fille, s'il faut vous le dire, et ce n'est pas un secret, je vais à Mercoire pour assister mademoiselle de Barjac, la pupille de notre couvent, au milieu des embarras que lui suscitera la nombreuse assemblée annoncée pour demain. Le château sera envahi par des chasseurs, dont quelques-uns peuvent être trop hardis dans leurs discours ou trop peu respectueux dans leurs manières. Ma présence imposera sans doute à ces hôtes turbulents, et c'est pour cela que j'ai entrepris ce pénible voyage. Peut-être le moine avait-il d'autres motifs que ceux qu'il jugeait à propos de donner, mais il parlait avec une aisance et un naturel qui ne devaient laisser aucun doute. Dame Richard sourit finement. « Ma foi, mon révérend père, reprit-elle, si ce que l'on conte dans le pays est vrai, votre mission sera facile, car mademoiselle de Barjac sait très bien se faire respecter toute seule. Je ne voudrais pas mal parler d'une noble demoiselle, d'une pupille de la sainte abbaye de Frontenac. Mais on prétend que la jeune dame est passablement indépendante, et qu'elle n'a rien de la timidité des pauvres femmes. En vérité, je n'oserais répéter devant vous la moitié de ce que l'on dit d'elle. » Le père Bonaventure cessa de manger et regarda froidement l'hôtesse. « Expliquez-vous, dame Richard, reprit-il avec autorité. Je vous l'ordonne. Je tiens à savoir tout ce que l'on dit sur mademoiselle de Barjac. » Mon Dieu, révérend père, répliqua la veuve, intimidée, en versant à boire à ses hôtes, ce sont des calomnies, sans doute. Les gens sont si méchants. D'ailleurs, on n'attaque pas l'honneur et la considération de votre pupille. C'est une fière demoiselle, on le sait, et les amoureux qui viennent rôder autour d'elle n'ont pas beau jeu. Mais on cause de ses manières vives, de ses brusqueries, de ses caprices, qui vont parfois jusqu'à l'extravagance. On assure qu'elle s'habille en homme pour courir le pays à cheval, qu'elle a la main fort leste pour punir ceux qui l'offensent, et que même dans ses moments d'impatience, elle ne craint pas de jurer. Oui, notre marchand de fourrage, qui, à la vérité, est un huguenot, affirme l'avoir entendu jurer. Une rapide rougeur couvrit les joues de Léonce. « Bonne femme, dit-il avec une colère contenue, épargnez-nous ces indignes mensonges, et sachez mieux respecter une fille de qualité. » Il s'interrompit en voyant son oncle l'observer à la dérobée, et baissa les yeux. « Encore une fois, mon digne monsieur, répliqua humblement dame Richard, je rapporte les propos qui courent dans le pays, et je n'ai garde d'y croire. Mademoiselle de Barjac n'en passe pas moins pour une excellente personne.
généreuse, secourable envers les malheureux, et faisant le meilleur usage de sa richesse. On cite d'elle des traits vraiment admirables. On n'accuse que son caractère bizarre et emporté. Le père Bonaventure n'avait montré ni étonnement ni colère en apprenant l'opinion peu favorable du public sur la riche pupille de l'abbaye. Après avoir vidé tranquillement son verre, il dit d'un ton posé: « Il suffit, ma fille. Gardez-vous de répéter ces bruits absurdes, car ce serait pécher contre la charité chrétienne et l'esprit de justice. Mademoiselle de Barjac, personne ne l'ignore, a été cruellement négligée pendant son enfance. Élevée par son père, chasseur déraisonnable, ne voyant que des hommes dans un vieux château perdu au milieu des montagnes et des bois, elle a grandi sans que personne s'inquiétât de former son cœur et son esprit, sans qu'on songeât même à lui donner les plus simples notions des devoirs de son sexe. À l'heure de la mort seulement, son père s'est repenti de l'abandon complet où il l'avait laissée, et il nous a légué le soin de veiller sur cette pauvre enfant, de la diriger dans la voie du monde et dans la voie de Dieu. Cette tâche n'était pas aisée. Christine de Barjac, malgré son excellent cœur, a contracté des habitudes de révolte qui nous causent beaucoup d'ennuis. Cependant, grâce à la persévérance de nos efforts, grâce au dévouement des personnes pieuses et intelligentes dont nous l'avons entourée, nous finirons bien par triompher de son humeur indocile, de son impatience de toute règle et de tout frein. Voilà pourquoi, ma fille, il faut se montrer indulgent pour elle. Bientôt, sans doute, elle deviendra une femme douce, modeste et réservée, comme on en rencontre dans le monde, et il serait injuste de lui imputer la faute de ses parents. Dame Richard promit de se conformer à ses instructions. Comme elle essayait encore d'excuser son extrême liberté de parole, plusieurs voyageurs à cheval s'arrêtèrent devant la porte de l'auberge. Au même instant, une servante accourut tout effarée et glissa quelques mots bas à sa maîtresse, qui pâlit. « Sainte Vierge !» murmura la belle hôtesse avec épouvante. « Que va-t-il dire ? En bonne foi de Dieu, je ne pensais plus à lui. » Et elle sortit aussitôt avec la servante, sans doute pour aller recevoir les survenants. Bientôt le bruit d'un pas éperonné retentit dans la première pièce, puis on entendit un baiser sonore et une voix mâle qui disait en français: « Oui, c'est moi, ma charmante. Morbleu, mes valets qui ont passé ce matin par ici ont dû vous annoncer mon arrivée. Tout est-il prêt ?» « Excusez-moi, monsieur le baron, je ne vous attendais plus, » répliqua l'hôtesse mortellement embarrassée. « J'avais tout disposé pour vous recevoir, mais… » « Bon, bon, vous savez, ma belle, que la moindre chose apprêtée par votre blanche main me suffira. Faites donner quelque rafraîchissement à mes piqueurs, et que l'on serve dans le petit salon mon omelette aux truites et ma bouteille de Saint-Péray. Vous viendrez me tenir compagnie, charmante, car votre frais minois excite l'appétit comme la bonne humeur. » En même temps, celui qui parlait sembla vouloir passer outre, mais on le retint. « Monsieur le baron, » reprit la veuve d'une voix presque sanglotante, « je vous ai dit que je ne comptais plus sur vous, et alors d'autres voyageurs… » « Ah, ah, vous avez d'autres voyageurs ici, fort bien, je pourrai m'entendre avec eux si ce sont des gentilshommes et de bons vivants. » Et ouvrant brusquement la porte, l'inconnu entra dans la pièce où se trouvaient le père Bonaventure et Léonce. Ce personnage si peu cérémonieux était un beau et robuste cavalier d'une trentaine d'années, à haute mine, à moustache en croc, aux allures hardies. Il portait le riche uniforme des lieutenants de louveterie, habit à la française, et veste en velours bleu galonné d'argent, culotte blanche, bottes montantes, perruque à la brigadière et chapeau à 3 cornes. Un couteau de chasse, dont la poignée était d'argent ciselé, complétait ce costume, qui faisait valoir la superbe taille et les formes remarquables du nouveau venu. Il tenait un fouet à la main et le balançait avec assurance, comme s'il eût été prêt à s'en servir envers et contre tous. Le baron de la Rocheboisseau, car tel était le nom et le titre de ce gentilhomme, figurait, comme nous l'avons dit, parmi les 8 barons qui avaient le droit de siéger aux États du Languedoc et du Gévaudan. Sa famille était une branche cadette de l'ancienne maison de Varinas, éteinte depuis quelques années, mais autrefois une des plus illustres de la province. Les comtes de Varinas, au temps des derniers Valois, avaient embrassé la religion réformée, et s'étaient trouvés, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, les chefs du protestantisme dans cette partie des Cévennes. Lors de l'insurrection des Camisards,
au commencement du XVIIIe siècle, un seigneur de Varinas, bisaïeul du baron actuel, avait tenu longtemps en échec les maréchaux de Berwick et de Villars. Cependant, vaincu dans cette lutte inégale, abandonné des siens, le partisan huguenot fut réduit à se cacher. La tradition voulait qu'il eût habité pendant plusieurs années une grotte presque introuvable, où il était mort, martyr de sa foi religieuse. Les gens du pays montrent encore aujourd'hui cette grotte remarquable par son étendue et par les magnifiques stalactites dont elle est décorée. On l'appelle la grotte de Varinas, du nom de son ancien habitant. Quoi qu'il en fût, ses descendants ne poussèrent pas si loin l'attachement à leurs convictions religieuses. Effrayés des mesures rigoureuses qui furent prises à la suite de l'insurrection, ils renoncèrent ostensiblement à leur foi afin de conserver leurs biens et leurs privilèges aristocratiques. Seulement on assurait que cette abjuration n'avait pas été sincère pour plusieurs d'entre eux, et qu'ils étaient demeurés protestants au fond du cœur. Le père du baron actuel notamment n'avait jamais été renommé pour sa ferveur catholique, et le baron lui-même passait pour un de ces hommes sceptiques, railleurs, dénigrants, qu'on disait au temps d'Agrippa d'Aubigné mal sentir la foi. Il montrait beaucoup de goût pour les idées nouvelles et faisait volontiers parade d'irréligion selon la mode d'alors. D'ailleurs, il menait une vie folle, dissipée, luxueuse, au grand préjudice de son patrimoine, déjà fortement compromis, et il imitait en tout cette noblesse inconsidérée dont les fautes préparaient déjà la Révolution. Le père Bonaventure connaissait de longue date le baron de la Rocheboisseau, que son habileté en vénerie avait fait nommer par le roi louvetier de la province du Gévaudan. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois à l'Assemblée des États, où l'on distinguait le prieur pour sa sagesse et sa modération, comme le baron pour sa légèreté et son humeur querelleuse. De là une inimitié aggravée encore par des circonstances que nous connaîtrons bientôt. Cependant, soit que le moine oubliât en ce moment ces dissensions passées, soit qu'il voulût seulement garder les apparences, il se leva en apercevant le baron et le salua poliment. Léonce, par égard pour son oncle, salua de même, quoiqu'avec une visible répugnance. M. de la Rocheboisseau ne parut pas remarquer ces signes de déférence. Il restait debout sur le seuil de la porte, le sourcil froncé, la tête couverte. Sans doute il avait aussi reconnu le prieur de Frontenac, mais il ne jugea pas à propos de le manifester, et se tournant à moitié vers dame Richard qui était derrière lui, éperdue et tremblante, il lui dit rudement « Eh, mordieu la belle, je commence à comprendre vos minauderies. De par le diable, vous avez fait manger mon déjeuner à ces moines. » La veuve se répandit en excuses et en lamentations. Ce n'étaient pas les provisions qui manquaient, grâce au ciel, et on pouvait encore offrir à monsieur le baron un repas digne de lui. Seulement l'omelette aux truites qu'on avait préparée pour monsieur le baron s'est trouvée du goût de ses bons pères, acheva la Rocheboisseau, et vous leur avez donné la préférence. À merveille, ma belle hôtesse. Mais s'ils étaient des gentilshommes au lieu de gens d'église, j'aurais pu troubler leur digestion d'une manière fort déplaisante, je vous assure. Cette menace appela une vive rougeur sur le visage de Léonce. Toutefois, un regard de son oncle suffit pour lui faire aussitôt baisser les yeux. Le père Bonaventure, qui jusque-là était resté calme et souriant, prit enfin la parole. « Allons, monsieur le baron, dit-il avec une politesse un peu ironique, soyez indulgent pour cette femme. Comme on vous l'a dit, l'omelette aux truites ne formait pas seule l'approvisionnement de ce logis. Il y a encore place à cette table, et si j'en crois certains rapports, aucun scrupule ne vous empêchera de festoyer les jambonneaux et les volailles froides qu'on peut vous servir ici un jour de vigile jeûne. » Cette allusion aux croyances secrètes de sa famille semblait devoir porter au comble l'irritation du baron. Cependant il réprima sa colère avec effort, et partant d'un éclat de rire, il dit à son hôtesse « Pauvre Richard, comme la voilà consternée. Eh bien donc, qu'il ne soit plus question de ceci. Je suis un chasseur et par conséquent peu difficile dans mes goûts. Apportez-moi ce que vous voudrez, ma belle, pourvu que je n'attende pas, car j'ai hâte. » L'aubergiste, toute joyeuse de ce revirement, s'enfuit en annonçant que monsieur le baron allait être servi sur-le-champ. Quant à lui, jetant sur un meuble son chapeau et son fouet, il vint s'asseoir devant une partie de la table restée vide, tandis que le père Bonaventure et Léonce reprenaient leur place pour achever leur repas. Section 2.